Merci beaucoup Lionel pour cette invitation qui va nous permettre effectivement de parler aussi de nos collaborations, notamment autour de ce GT Filnum, dont certains d'entre vous connaissent déjà, mais aussi pour resituer un petit peu les enjeux et puis pour présenter des démarches qui peuvent permettre d'aborder cette question très vaste de la citoyenneté numérique et de l'éducation aux médias et à l'information. Donc j'en parlerai à partir de mes ancrages théoriques pour montrer que la notion de citoyenneté numérique, selon les références que l'on a, on va l'aborder un peu différemment. Moi, j'ai mené beaucoup de travaux, de recherches sur les pratiques numériques des jeunes en lien avec la citoyenneté. Voilà, le cadre théorique qui peut permettre d'envisager l'ensemble des enjeux de la citoyenneté numérique, c'est d'abord une théorie de l'espace public, c'est-à-dire comprendre que quand les jeunes circulent sur les plateformes numériques, ils sont sur des espaces qui permettent la réalisation d'un certain nombre de caractéristiques justement de la citoyenneté. En même temps, la théorie de l'espace public à laquelle moi je me réfère, c'est une théorie qui est notamment issue de celle de l'hypothèse de Norbert Elias relative à la pacification des mœurs sur un point précis, c'est que il y a un lien, c'est son hypothèse qui me semble intéressante, il y a un lien fort entre les comportements des individus dans un espace public et le niveau de la régulation étatique, et donc le rôle de l'État est très important. Deuxième ancrage, c'est celui de la sociologie des usages médiatiques et numériques. Alors pour résumer en quelques mots l'intérêt de cette approche, c'est de dire que les médias ne révolutionnent pas la société. Les médias, ils viennent impacter un certain nombre de valeurs, un certain nombre de comportements. Ils ont un effet de transformation, si vous voulez, mais ils ne viennent pas sur un terreau vierge, ils viennent sur le terreau de la stratification sociale, le terreau des inégalités sociales, qu'ils viennent pour une part transformée et pour une part aussi aggravée. Ce que nous savons, notamment grâce à la sociologie des médias, c'est que les inégalités sociales se métamorphosent, mais ne sont loin de disparaître. Et de nombreux signes montrent que, avec notamment les IA génératives dont parlait M. Coty tout à l'heure, eh bien, elles risquent de s'aggraver encore bien davantage, bien loin de ce qu'on pourrait penser dans un premier temps en disant « mais maintenant, c'est simple, tout le monde va pouvoir écrire le chat GPT ». Les inégalités numériques, elles proviennent notamment du rôle des parents, des formes de médiation sociale parentale qui sont très différentes et qu'il convient donc d'avoir à l'esprit. La socio-économie des plateformes, c'est le fait que le numérique, il n'y a pas le numérique en réalité, ce sont quand les jeunes ou quand les usagers vont sur des espaces numériques, ils vont sur des espaces qui sont produits, qui sont proposés par des plateformes, par des entreprises numériques et dont le modèle d'affaires, vous le savez tous et toutes, bien sûr, c'est un modèle commercial, c'est un modèle publicitaire, et donc c'est un peu comme TF1 mais grandeur mondiale, on va dire, c'est ce qui les intéresse, c'est de réussir à capter l'attention afin de vendre ou de vendre de l'attention aux annonceurs. C'est un modèle commercial, c'est aussi un modèle, et ça c'est la différence avec TF1, en tout cas le TF1 de l'origine, c'est que la captation des données est au cœur de leur modèle économique. Ça c'est quelque chose qu'on dit, qu'on répète maintenant, mais en fait ça a été au départ quelque chose d'assez surprenant. À quoi leur servaient toutes ces données qui étaient captées de façon aussi massive
eh bien, on en a une première réponse, je dirais, avec précisément les IA génératives. Ça leur permettait notamment de récupérer et de construire ces nouveaux outils numériques qui vont permettre de capter encore plus de données numériques et personnelles. Le troisième... Donc, si vous voulez, en quoi la socio-économie nous sert notamment d'éducation aux médias, c'est d'abord pour comprendre que les usages des jeunes ne sont pas le produit seulement de leur intelligence et de leurs aptitudes, mais aussi le résultat des stratégies des plateformes qui veillent à travailler leurs interfaces pour que certaines fonctionnalités soient les plus faciles à utiliser, comme on dit, les plus intuitives. Les méthodologies de recherche, elles sont, j'en citerai 3. Moi, j'utilise, et Jean-Marc Meunier qui est dans la salle, donc nous traitons ensemble un observatoire qui est réalisé grâce au CMEA sur leur territoire normand, qui nous permet de recueillir, selon les années, entre 4 à 7 000 réponses à des questionnaires. Je le présenterai un peu plus tard. Je réalise aussi, un certain nombre d'enquêtes et de recherches ont été menées grâce à des entretiens qualitatifs semi-directifs, notamment une recherche que j'avais menée sur la réception des images violentes, sexuelles et haineuses, mais aussi dans la recherche Ado-Privacy, dont je vous reparlerai, et d'ailleurs qui m'a permis de rencontrer Lionel Vigier et le collège de Meudon. La troisième méthodologie que je présenterai aussi et que j'utilise, que j'ai décidé de développer, c'est une méthodologie en recherche-création. Donc c'est vrai que l'Université Paris 8, dont je vous ai dit qu'elle avait décidé de choisir cette signature Université des créations, nous y encourage. Mais c'est pas la motivation première, on va dire. Je trouvais compliqué de travailler ou de former des étudiants en sciences de l'information et de la communication sur le numérique, et beaucoup travaillent à de la communication digitale, comme on dit, sans qu'ils aient une culture visuelle. Et donc j'ai monté un atelier de travail avec l'école Louis Lumière et notamment la filière photographie. Et cela m'a permis en fait de construire une pédagogie de l'enquête socio-photographique qui permet, alors quel est l'intérêt de la recherche-création ? C'est d'accéder à l'enjeu, qui est un enjeu, voilà, il y a des recherches au Canada aussi qui sont très intéressantes en recherche-création, c'est d'accéder à des résultats nouveaux. C'est aussi de rendre visibles certains phénomènes qui sont devenus peut-être trop quotidiens ou trop banaux et très mal représentés visuellement. Et puis, dans le cadre de cette recherche-création, j'ai un projet de film de recherche que j'ai commencé à monter et dont je souhaiterais aussi vous parler. Alors, la citoyenneté numérique, donc elle a été bien présentée tout à l'heure par monsieur Coty, avec en référence au texte du Conseil de l'Europe. Moi, je vais prendre quelques références philosophiques, mais très rapides, relèvent un peu de la culture générale, pour voir comment on peut penser la citoyenneté numérique. Donc, la citoyenneté numérique, favoriser, développer la citoyenneté numérique pour les adolescents. Moi, je comprends cette notion comme une citoyenneté qui va se développer sur les espaces numériques, mais sans l'opposer au reste de la citoyenneté. Aujourd'hui, les plateformes numériques ont infiltré à peu près toutes les sphères de nos activités sociales, affectives, économiques, etc. Et donc, il est difficile aujourd'hui, ça n'a plus de sens, en fait, d'opposer une citoyenneté numérique et une citoyenneté non numérique. Pour être comprise dans sa plénitude, en fait, l'éducation à la citoyenneté doit comporter une part de citoyenneté numérique ou d'attention aux conditions dans lesquelles le numérique transforme les modalités d'accès à la citoyenneté. Les espaces numériques constituent des espaces publics ou privés
qui permettent le déploiement des activités citoyennes, s'informer, se cultiver, discuter, construire son identité. Et d'où la référence que je donne que je donne de Hannah Arendt, bon, de façon très synthétique, et à sa théorie du domaine public, pour lesquelles elle pense que, en s'appuyant elle sur l'agora grecque ou la cité grecque, elle pense que le domaine public, accéder à une vie publique, accéder à l'espace public, c'est avoir la possibilité, on va dire la chance, de développer une seconde vie. Une seconde vie par rapport à la vie qu'elle voit comme étant quand même beaucoup plus étriquée, et peut-être que les adolescents seront d'accord avec cette différence aussi d'échelle entre la vie publique et la vie privée. Donc la première vie, celle dans laquelle se développe la vie d'ailleurs, c'est la vie de la famille, c'est la vie de l'intime. Et la seconde vie, cette seconde vie, c'est la vie publique. Alors, est-ce que les espaces publics numériques répondent entièrement aux caractéristiques de l'espace public? C'était discuté. Dominique Cardon a parlé plutôt d'espace en clair-obscur, parce que ce qui caractérise les espaces publics, puisqu'ils sont construits par des entreprises commerciales qui cherchent à récupérer des données personnelles, c'est le tissage entre le privé et le public, le privé étant évidemment un espace dans lequel on se livre davantage. L'espace public tel que le voit Arendt, c'est aussi un espace de discussion, de mobilisation, de courage. Elle utilise notamment la métaphore de la table autour de laquelle chacun et chacune peut trouver sa place, une place singulière. Donc ensuite, réfléchir, c'est un travail que je fais avec mes étudiants notamment, réfléchir à la façon dont les plateformes numériques, que ce soit les réseaux sociaux numériques, que ce soit les forums, que ce soit les plateformes de jeux, organisent cette table ronde et permettent aux personnes de ne pas tomber, comme dit Arendt, les uns sur les autres. C'est à voir. Mais c'est une métaphore qu'on peut en tout cas utiliser comme idéal. Ça supposerait que des cadres soient fixés à ces espaces publics pour éviter le chaos, ce qui n'est pas la situation actuelle. Mais faire partie de la cité, exercer sa citoyenneté, ça n'est pas seulement de la parole, même si la parole c'est extrêmement important, c'est toute la noblesse de la parole que défend précisément Arendt, mais c'est aussi pouvoir prendre part à des décisions. Et ça, voilà, un philosophe de référence, ça serait Jürgen Habermas, donc, qui défend l'idée que les espaces publics soient des espaces, que les espaces publics puissent permettre des espaces de délibération raisonnés, raisonnables. Et là aussi, on n'est pas certain que les espaces publics numériques aujourd'hui permettent cette qualité d'échange qui permettent une participation à la délibération. Et pourtant, ils peuvent aussi avoir une influence sur un certain nombre de décisions. La participation, c'est aussi le modèle de démocratie participative auquel les jeunes sont très sensibles, c'est-à-dire le fait d'accéder à des espaces dans lesquels on va pouvoir, par son avis, modifier l'organisation précisément de ces espaces publics. L'espace public, ce n'est pas non plus un espace homogène. Et ça, c'est la pensée, les théories féministes qui l'ont le plus discuté. C'est l'espace public est composé en fait aussi d'espaces, on va dire, hégémoniques dans lesquels les normes principales sont imposées par les dominants, mais il y a aussi des espaces subalternes dont Nancy Fraser rappelle l'importance. Alors, développer la citoyenneté numérique, c'est donc se rappeler qu'à l'intérieur des espaces publics, il y a des espaces qui sont différenciés, dans lesquels des personnes ayant des affinités particulières, voire relevant de communautés différentes, vont pouvoir aussi développer et faire leurs premières armes. Développer la citoyenneté numérique dans le cadre de l'école, cela se réfère évidemment immédiatement en fait à la conception qu'on défend en France de l'éducation aux médias et à l'information. Si on pense à Jacques Gonnet, le fondateur du CLEMI, pour lui l'éducation aux médias c'était créer des ateliers de démocratie. Et cette expression-là, cette notion, cet idéal peut continuer à être pleinement
enthousiasmante et mobilisante. Ça suppose le développement de compétences, ça suppose le développement plutôt, je dirais, de capacités, pour laisser de côté 5 minutes les fiches RNCP, pour prendre pied d'une façon singulière dans l'espace public et de façon le plus consciente possible. Il faut comprendre, il faut apprendre, il faut écouter, il faut reconnaître la diversité des points de vue, il faut accepter sa propre vulnérabilité et celle des autres. Et il faut aussi organiser des espaces de débat qui soient des espaces de création personnelle, mais de création personnelle documentée à partir des connaissances. Et donc l'EMI, dans sa tradition française, est très à l'aise. Alors je ne dis pas que ça soit seulement une tradition seulement française, hein, mais très à l'aise parce que ces modalités pédagogiques, débattre, enquêter, produire des formats non scolaires mais documentés, cela fait partie aussi de la spécificité de l'EMI. Alors, dans une époque où, quand on parle des jeunes et du numérique, aujourd'hui, hein, on en parle surtout d'une façon négative, c'est-à-dire c'est l'Assemblée nationale qui se préoccupe, à juste titre d'ailleurs, hein, du fait que certains réseaux sociaux, peut-être tous même, posent des questions de santé mentale. C'est le fait que des rapports publics indiquent que les jeunes passent trop de temps sur leurs écrans. Il est important que nous prenions un petit moment pour rappeler que les plateformes numériques, malgré tous leurs innombrables défauts, sont aujourd'hui un espace pour exercer sa citoyenneté numérique et ses droits culturels. Les droits culturels, c'est une notion proche de la notion enfin, elle est en tout cas partenaire ou complémentaire de la notion de citoyenneté numérique. C'est le fait que ces droits sont des droits qui ont été reconnus aux enfants, notamment à travers la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi à travers le Conseil de l'Europe. Et ils visent à protéger la libre détermination, la libre expression, le processus d'autonomisation dans la construction de leur identité. Donc, on ne peut pas séparer les enjeux démocratiques et les enjeux culturels. Voilà. Alors on peut les énumérer, ces droits culturels, on peut les énumérer, c'est droit à l'éducation, droit au repos, droit au loisir, droit au jeu, droit de participer à la vie culturelle, liberté d'opinion, bien sûr, d'expression, droit à l'information, liberté de conscience et de religion, liberté d'association, dans le respect des lois en vigueur. Alors pour montrer l'ampleur, pour rappeler, hein, ce sont des choses connues, mais pour rappeler et actualiser l'ampleur des usages numériques des jeunes, je m'appuierai donc sur le dernier rapport qu'avec Jean-Marc Meunier, présent dans la salle, nous avons publié donc rendu, remis et publié avec le concours des CMEA et de Canopé, qui nous permet depuis 10 ans de suivre l'évolution de l'investissement par les jeunes des différentes plateformes. Donc les espaces numériques sont au cœur des activités culturelles des adolescents. Alors là, j'aurais pu commencer par autre chose, mais j'ai commencé par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux numériques sont extrêmement présents. On observe en 2024, ce sont toujours les mêmes plateformes qui restent en tête, je dirais, les plus utilisées par les filles et les garçons. Vous voyez, Snapchat, Instagram, TikTok. Nous avons calculé qu'en moyenne, garçons et filles ont 7 comptes parmi ceux que nous interrogeons. Donc ça veut dire qu'ils ont certainement davantage de comptes. Hein, par exemple, on ne compte pas ici Twitch, on ne compte pas ici les plateformes de jeux vidéo, etc. Et ce que nous observons, c'est un écart entre les préconisations publiques sur le fait qu'il faudrait réduire l'accès des jeunes aux réseaux sociaux numériques, sur le fait que ces plateformes
captent trop leur attention. Et donc on pourrait penser que la société agit d'une manière à ce que ces enfants soient un peu moins présents. Ce que nous observons, c'est le contraire. Nous observons que la dynamique commerciale de ces plateformes est plus forte. Et donc aujourd'hui, on a une extension du nombre de comptes. L'année dernière, on était à 6 comptes en moyenne. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 7 comptes sur les 4800 jeunes interrogés de 15-16 ans. On voit aussi la même évolution en termes de précocité, en tout cas sur TikTok et sur Instagram. Précocité toujours plus grande, puisqu'on a aujourd'hui, avec notre observatoire, 50% des filles qui déclarent à 15-16 ans, elles déclarent qu'elles étaient déjà sur TikTok avant 13 ans. Ces activités culturelles sont très variées. Elles sont d'abord, les plateformes permettent l'écoute de la musique et à remplacer presque entièrement l'écoute de la radio. C'est la musique, ce sont les séries et les films. C'est, vous voyez, par les activités les plus répandues. C'est aussi beaucoup d'échanges conversationnels, et pour les jeunes et pour les garçons, les jeux vidéo. Voilà. On insiste souvent sur le fait que filles et garçons jouent aux jeux vidéo. Vous voyez qu'il y a quand même un différentiel fort dans l'intensité. Les jeux vidéo, et ce n'est pas une surprise, avec Divina Fromex, nous avions travaillé il y a fort longtemps sur ces questions et sur l'ampleur du masculinisme, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais enfin ça revient au même, dans les jeux vidéo. Et donc voilà, on a une continuité de ce côté-là qui explique en partie pourquoi les filles sont moins présentes sur ces plateformes. Donc, échange culturel, échange conversationnel. Les réseaux sociaux sont au cœur des sociabilités. Ça ne veut pas dire que tout se passe en ligne, mais il y a un tissage entre les activités, les amitiés en présentiel, les amitiés qui se poursuivent en ligne. Et vous voyez, si vous regardez la dernière colonne, celle du souvent, donc tous ces tableaux se trouvent dans l'Observatoire des pratiques numériques en Normandie, sur le site Éducation aux écrans. Vous voyez que publier, alors contrairement à ce que pense et ce qui est médiatisé en général, vous voyez que publier des photos, des vidéos sur les sites, c'est une minorité qui le fait régulièrement. Par contre, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils consultent et ils discutent entre eux sur des messageries instantanées, principalement, qui sont des espaces privés. Donc, ils publient peu. Bien sûr, ils laissent des traces parce qu'ils publient peu, mais ils laissent des j'aime, ils partagent, etc. Usage informationnel, donc on est aussi sur les enjeux de citoyenneté. Les plateformes numériques, alors notamment les réseaux sociaux numériques, mais pas seulement, les plateformes numériques sont utiles pour s'informer, sont très utilisées pour s'informer, notamment pour l'actualité. Et nous l'avions développé l'année dernière dans le rapport remis à De Facto. Voilà, s'informer en lien avec l'actualité, ce n'est pas l'activité la plus fréquente des jeunes, mais elle est quand même présente. Et ce qui est fréquent, par contre, c'est d'aller sur des plateformes numériques, des réseaux, suivre l'actualité qui intéresse, et aussi l'actualité commerciale éventuellement. Alors ça, c'est une information nouvelle dans le nouveau observatoire de 2024. Nous avons testé un certain nombre d'influenceurs. Alors on n'a peut-être pas testé tous les bons, mais on en a testé quand même une vingtaine. Et ce qui ressort, qui nous a paru fort intéressant, c'est que l'influenceur qui est le plus utilisé, alors c'est pas une surprise, mais c'est quand même quelque chose à quoi penser, notamment quand on parle de citoyenneté numérique, c'est que l'influenceur qui est le plus suivi pour s'informer, c'est Hugo Décrypte. Et vous voyez,
plus d'une fille sur deux, plus d'un, voilà, 60%, 6 garçons sur 10. Alors, il y a un gros différentiel selon les filières, hein, professionnelles ou générales et technologiques. Ça, c'est vrai systématiquement pour toutes les questions relatives à l'information d'actualité. Il y a un moindre intérêt dans les filières professionnelles. Qui est lié certainement aussi à des questions de contexte parental, de contexte social. Mais voilà, quand on dit les jeunes ne s'intéressent pas à l'actualité, ben, quand ils ont l'impression qu'on s'adresse à eux et d'une façon courte, rapide, qui leur donne les éléments d'information de façon synthétique, ils s'y intéressent. Et nous avions posé aussi avec les CMA quelques autres questions qui sont intéressantes sur le fait que, voilà, si les jeunes ne s'intéressent pas tant que ça aux médias traditionnels, c'est aussi que les sujets qui les intéressent, ils sont peu traités. Alors, il y a des progrès sur France Télé, mais voilà, donc c'est des sujets relatifs à la vie des jeunes qui leur manquent, c'est des informations sur le réchauffement climatique notamment, et aussi sur les informations culturelles qui passent souvent au second plan. Voilà, donc c'est important de savoir que les jeunes ont un intérêt, alors là on est à 15-16 ans, un intérêt important pour les programmes d'information. Alors, néanmoins, sur ces espaces publics, numériques ou privés, sur lesquels ils doivent développer, ils ont l'opportunité, c'est tout à fait historique. Hein. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un moment comme celui d'aujourd'hui où des adolescents, des mineurs, pouvaient publier ce qu'ils souhaitaient sur des espaces, sur des médias numériques, ou sur des médias tout court, de façon aussi libre et aussi large. Mais ce qu'ils rencontrent évidemment sur ces espaces-là, ce n'est pas quelque chose qui ressemble exactement à un fonctionnement démocratique ou à un fonctionnement médiatique régulé. Ils y sont confrontés en fait à la dérégulation de l'Internet, hein, qui a été une décision politique dont on commence un peu à comprendre les ressorts, les enjeux, la manière dont l'informatique s'est constituée comme un espace à part et permettant de reculer la régulation qui avait été patiemment construite sur les autres médias et notamment sur les médias audiovisuels. Donc ça s'est passé au tournant des années 2000, hein, on commence à en revenir un tout petit peu parce qu'on a des raisons d'être un peu inquiets. Et donc, quand on voit ce que les jeunes nous disent des violences qu'ils subissent, des violences qu'ils voient sur les plateformes numériques, elles sont importantes. D'abord, ils nous disent, et ça c'est une donnée que nous suivons chaque année, ils nous disent qu'en termes d'inquiétude, on a toujours des filles 2 fois plus inquiètes que les garçons, notamment inquiètes des risques de harcèlement. Hein. On a 63% des filles qui sont inquiètes quand elles vont sur les plateformes numériques en se disant « il va y avoir, voilà, je peux subir du harcèlement ». Ils sont inquiets des menaces, parce que c'est des choses... Voilà, ils sont inquiets aussi des images, et particulièrement les filles, des images violentes ou choquantes qu'elles vont pouvoir recevoir. Hein. On est à peu près à 2 fois... voilà, un niveau d'inquiétude qui est 2 fois plus grand chez les filles. Ils sont inquiets des propos racistes en commentaire des publications. Voilà. C'est pas un espace serein. Ils ont vécu aussi, hein, ils vivent aussi donc des formes de violence. Pour les filles, c'est notamment celles qui reviennent le plus, ce sont les images violentes ou choquantes, mais en fait c'est la même chose aussi pour les garçons. Donc c'est vécu comme une forme de violence. Et le harcèlement reste mesurable, hein, à un niveau qui reste élevé malgré tous les dispositifs qui sont pris. Donc on a 16% des filles, 9% des garçons qui disent l'avoir subi dans l'année, et dont 4% des filles, 3% en sont victimes régulièrement, avec un niveau bien plus élevé aussi dans les filières professionnelles. Les impacts psychologiques et scolaires de ces violences peuvent être évidemment redoutables. Où est-ce que sont vécues ces violences? Elles sont vécues sur les réseaux sociaux sur lesquels ils sont le plus souvent. Et donc, pour les filles, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est Snapchat,
Donc il n'y a pas de raison forcément de se polariser plus sur TikTok que sur Snapchat, n'est-ce pas? Les garçons signalent aussi beaucoup d'images violentes sur Google. Et donc, voilà, comment dire, on élève, enfin le rôle de l'éducation nationale notamment, le rôle des éducateurs, c'est d'élever les jeunes pour comment dire, contrôler, lutter contre les discours discriminatoires. Or, eux, ce qu'ils voient, c'est que les discriminations liées au physique, les discriminations liées au genre, les discriminations liées aux origines culturelles, aux croyances, aux religions, à l'orientation sexuelle, sont extrêmement fréquentes. Et vous voyez que pour un certain nombre, les filles sont plus sensibles que les autres, notamment parce qu'elles en sont davantage les victimes, ou en tout cas que des femmes en sont davantage les victimes, mais sur les extrémismes, on a une sensibilité aussi plus grande chez les garçons. Nous avons rendu avec Jean-Marc Meunier un chapitre à France Stratégie qui nous a permis de faire le point sur la manière dont les plateformes numériques diffusaient les stéréotypes sexistes et donc les inégalités filles-garçons. Ce que nous avons, quand on pense espace public numérique, on pense mobilisation, on pense au rôle qu'ont pu jouer des réseaux sociaux comme Facebook dans les révolutions tunisiennes ou autres. On pense aussi aux mobilisations féministes, MeToo. Mais en réalité, quand on fait le bilan de l'ampleur des contenus, et on ne l'a pas fait de façon quantitative parce que les dispositifs n'existent pas pour l'instant, mais quand on fait le bilan de l'ampleur des contenus sexistes qui sont proposés sur les plateformes numériques, on peut être en réalité extrêmement inquiet pour pouvoir défendre auprès des jeunes l'égalité femmes-garçons. On s'est appuyé pour ce document donc, qui est en accès libre sur France Stratégie. Nous nous sommes appuyés notamment sur une étude du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, sur le Global Monitoring Report, sur l'information et le sexisme dans l'information. Voilà. Et on a essayé de rappeler à France Stratégie et donc à leur public que les algorithmes, la dimension commerciale des algorithmes faisait que inévitablement, tant qu'il n'y a pas de véritable contrepoint de régulation, les plateformes numériques exposent les jeunes à des contenus de plus en plus sexistes et que les techniques de participation à ces espaces numériques permettent de renforcer non seulement la diffusion mais aussi l'appropriation des stéréotypes sexistes. Voilà. Et je rappelle que voilà, on a alors. Nous avons vu cette année une augmentation aussi de la consultation de la plateforme TikTok par les garçons, pardon, TikTok, Twitter X donc, X qui porte bien son nom. Voilà. Moi, je n'avais pas compris. Je pense qu'on a du mal parce qu'on a été usager éventuellement de Twitter du temps où c'était une source d'information. Il faut savoir que X aujourd'hui porte bien son nom, c'est-à-dire c'est devenu une plateforme dans laquelle la pornographie est extrêmement présente, souvent associée à des campagnes aussi politiques de propagande. Et donc voilà, donc quand on demande aux jeunes s'ils consultent des sites à caractère sexuel, on a un nombre important de garçons, une majorité de garçons ou presque 46%, qui disent les consulter. Voilà, on peut être un peu inquiet pour ceux qui disent qu'ils les consultent souvent. Et vous voyez que pour les filles, on est sur des données très différentes. Là aussi. Alors, ces contenus sexistes, on peut les mettre en lien. Alors, je vous ai donné juste une diapo, mais vous pouvez aller le trouver sur le site de France Stratégie. Il y a une enquête qui a été faite, un sondage sur les stéréotypes filles-garçons, qui montre qu'il y a plutôt un renforcement des stéréotypes sexistes chez les jeunes.
ce qui ne se voit pas chez, voilà, chez les personnes plus âgées. La citoyenneté, ça suppose l'exercice des droits. Or, je voudrais vous parler un petit peu d'une recherche que nous avons faite qui s'appelle Ado-Privacy sur la connaissance des droits des jeunes, des droits numériques des jeunes, et notamment du droit à la vie privée, à la protection de la vie privée. Un gros projet de recherche auquel ont été associés plusieurs collèges d'Île-de-France, mais aussi d'autres régions, puisque nous étions dans 4 régions. Il y a des droits numériques. Les jeunes se sont vus reconnaître un certain nombre de droits numériques, droit à l'effacement, droit à l'information sur l'usage de leurs données personnelles, droit à une information accessible et adaptée à leur âge, droit au signalement. La protection des mineurs, ça n'est pas l'interdiction pour les jeunes de publier quoi que ce soit sur les plateformes numériques. Or, il y a un certain nombre de formations qui leur sont faites où on commence par ça, par leur dire vous publiez n'importe quoi sur les plateformes numériques. Non. Ce qui est important, c'est de dire s'il y a des contenus qui vous offensent, s'il y a des contenus qui sont publiés, qui vous concernent et que vous souhaitez retirer, il y a les moyens juridiques de les retirer. Ce que nous avons observé, c'est qu'en fait, il y avait une méconnaissance générale des droits numériques, quel que soit l'âge et le milieu social. Donc, on partait, c'était de 12 à 20 ans. Donc là, j'ai mis quelques... Voilà. Aucun jeune, et là, c'est une citation de Nicole Boubet qui a participé à l'enquête, aucun jeune sur aucun terrain n'a évoqué spontanément, ne serait-ce que le droit à l'effacement des publications qui leur nuisent ou qu'ils regrettent. Donc, il y a, disons en tête le fait que s'il y a une image publiée par quelqu'un d'autre, on va pouvoir agir, mais si c'est une image qu'ils ont publiée eux-mêmes ou un message, ils ont le droit de le retirer. Il faut aussi, pour développer l'éducation aux médias et au numérique, sur ces questions-là comme sur d'autres, c'est important de tenir compte des expériences des jeunes et de leur compréhension des plateformes. Comme ils sont beaucoup sur ces plateformes, ou quand ils sont beaucoup sur ces plateformes, ils en comprennent un certain nombre de choses, pas toujours exactes, mais ils reçoivent aussi un certain nombre de conseils sur leur stratégie de protection de la vie privée, et nous avons pu détailler et repérer un grand nombre d'usages qu'ils peuvent en faire, ou de stratégies qu'ils peuvent mettre en place. Limiter l'exposition de soi, c'est des choses qu'ils savent. Utiliser des comptes privés, tous ne le savent pas, mais beaucoup le font. Vérifier les demandes d'abonnement, séparer les activités de publication, mais évidemment, toutes ces pratiques de protection de la vie privée sont bien plus développées dans les milieux favorisés, parce que ce sont les parents qui, à défaut de l'école, les transmettent, et d'où le rôle important de l'école, en particulier dans les milieux plus modestes, mais aussi dans tous les milieux, puisque nous avons vu qu'un certain nombre de droits, de toute façon, leur échappent. Alors, j'en viens au dernier point, l'importance de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information, et quelques ressources. D'abord, un point qui est quand même assez réconfortant, je pense. C'était une donnée que nous avons publiée dans le cadre du petit volume publié par De Facto l'année dernière. La perception que les jeunes eux-mêmes ont de l'apport que représente pour eux l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, on a une grande majorité de jeunes, très peu de jeunes disent que ça ne leur sert à rien. Voilà. Donc, il ne faut pas se focaliser sur les 10% qui considèrent qu'ils savent déjà tout, etc. Et parfois, ils savent des choses. Mais si on le considère de façon générale, vous voyez, 60% des jeunes en première professionnelle considèrent que ça les aide à mieux s'informer. Alors, c'est vrai que c'est un résultat qui est plus important dans les premières professionnelles pour une raison simple, c'est que justement, les médiations parentales autour de l'information sont beaucoup moins présentes. Donc, ils sont encore plus attachés à ces modules-là ou à cette partie-là de l'éducation qu'ils reçoivent et de la formation qu'ils reçoivent. Mais globalement, c'est tous les jeunes ont considéré qu'ils... en tout cas, une grande majorité de jeunes ont considéré qu'ils qu'ils acquéraient des compétences grâce à l'EMI.
Nous avons aussi un résultat dans l'enquête Ado-Privacy, donc autour de... Voilà, le volume de jeunes est différent, mais on a pu rentrer davantage dans leur argumentation. Et ce que nous avons perçu sur nos différents terrains, c'est que les adolescents étaient à la fois en forte attente de formation sur ce que c'est que le numérique, comment fonctionnent les plateformes numériques, et en même temps, forte déception aussi. Ils sont souvent critiques vis-à-vis des interventions ponctuelles qui sont réalisées par des intervenants extérieurs et qui, en général, comme ils ont peu de temps, vont commencer par leur dire « vous faites n'importe quoi, c'est extrêmement grave, il y a des gens qui vont se suicider, etc. etc. » Donc cette approche-là est très mal reçue par les jeunes. Parfois, néanmoins, elle peut apporter à des jeunes qui ne sont pas du tout formés, qui n'ont aucune information autour d'eux, ça peut leur apporter un peu d'éléments, de connaissances, notamment sur le rôle de la police, du commissariat de police, etc. Et des plaintes qu'on peut aller déposer. Mais vraiment, voilà, de façon générale, c'est quelque chose qui est très critiqué. En revanche, ils sont très désireux et demandeurs d'interventions plus longues dans les cours. Donc il y a plutôt une bonne on a entendu en tout cas des bons retours sur le cours de SNT en seconde et aussi sur les classes médias. Voilà. Alors dans le cas d'Ado-Privacy, nous avons proposé un scénario pédagogique qu'on continue à développer aussi dans le GT Filnum à partir de micro-fictions qui nous permettent de travailler sur des situations et de faire d'apprivoiser, je dirais, les jeunes au droit numérique en passant par une réflexion plutôt éthique et aussi sur la mise en œuvre de petits débats sur la responsabilité de chacun quand on est sur des situations conflictuelles, que ce soit voilà, les différents personnages, que ce soit aussi la responsabilité des plateformes, qui là aussi est un élément qui n'a été jamais abordé ni par les jeunes et surtout pas par les enseignants auprès desquels nous avons fait quelques entretiens, une trentaine d'entretiens. Donc c'est pour dire que c'est aussi une dimension sur laquelle on peut travailler avec les jeunes. Éducation aux médias, à l'information, on a un certain nombre voilà, c'est un espace dans lequel peuvent et se développent depuis une quarantaine d'années, bien sûr, hein, des innovations pédagogiques, notamment parce que c'est un contexte dans lequel, un cadre dans lequel les enseignants peuvent travailler sur les images. Et avec l'accélération des échanges sur les plateformes numériques, l'attention aux images, elle devient particulièrement importante. Pourquoi ? Parce que les industries numériques ont favorisé l'échange d'images comme pouvant se substituer, allant plus vite. Hein, l'échange photographique, c'est tout le succès de Snapchat, qui est quand même voilà, une plateforme sur laquelle les jeunes passent le plus de temps. Hein, ça, ce sont les résultats puisque vous allez avoir une présentation des ressources ARCOM, c'est un des résultats importants de l'audience, du rapport sur l'audience des très grandes plateformes par l'ARCOM. Voilà, c'est une plateforme extrêmement présente au sein des échanges adolescents. Et c'est une plateforme qui a gagné, qui a gagné son succès parce qu'elle permet de passer par des échanges photographiques. Elle stimule les échanges photographiques. Vous avez plusieurs ressources que vous connaissez déjà, hein, mais Virginie Piot, qui est dans la salle, pourra aussi développer cet après-midi hein, les apports de la sémiotique sociale, notamment pour analyser les images et surtout pour faire prendre conscience aux jeunes des biais, des filtres culturels qu'ils mettent en œuvre quand ils regardent des images. Avec les microfictions, nous avons donc aussi développé des formes de débat, mais je viens d'en parler, donc je vais accélérer. Je vous ai parlé de recherche-création et je vous ai parlé du fait que j'avais monté un laboratoire atelier avec l'école Louis Lumière, la filière photo de l'école Louis Lumière, en collaboration bien sûr avec Paris 8 et avec le Master Industrie Culturelle, et sont mises à disposition les résultats des enquêtes réalisées par les étudiants que nous avons relues. Et voilà, ça fait partie des ressources qui sont à votre disposition
pour faire parler les jeunes aussi. Chaque année, donc, on leur propose 3 thèmes différents qui vont être... donc l'idée, c'est pas la mode en général, c'est qu'est-ce que les plateformes numériques transforment à la mode. Donc il y a des entretiens avec des jeunes créateurs. Qu'est-ce que est-ce que le numérique peut répondre à des formes de handicap. Donc voilà, on a différents... aujourd'hui, on a plus de 70, on a presque 80 enquêtes qui sont à disposition sur ce site et qui sont là pour être utilisées. Et ce qui surprend en général, parce qu'on fait des échanges aussi avec d'autres étudiants pour voir comment ils perçoivent ces photos, la qualité des photos est un peu particulière. Ce ne sont pas des photos illustratives. C'est pour ça que c'est des photos, des images qui sont créées, des productions visuelles qui cherchent à rendre de façon plus sensible un certain nombre de phénomènes. Là, je mets l'accent sur cette enquête-là, par exemple, qui s'appelait « Exploration autofictionnelle de déréalisation numérique », parce qu'aujourd'hui, on parle de santé mentale. Et il est vrai qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui montrent que les jeunes peuvent être, particulièrement les adolescentes, peuvent être, avoir des signes de dépression aggravés par leurs réseaux sociaux numériques. Mais en même temps, ce que disent en général les psychologues, c'est quand même que ce sont des vulnérabilités que les jeunes ont et qui vont être aggravées parce que le fil de recommandation va les amener va se centrer sur leurs préoccupations et va leur apporter de plus en plus d'éléments perturbants qui viennent nourrir leur anxiété. Ce qui était intéressant dans cette enquête, c'est que ce sont des jeunes qui ont 22-23 ans, qui ont voulu travailler sur leur propre malaise lié aux réseaux sociaux, auxquels les adultes ont un peu de mal à adhérer, en fait, y compris les chercheurs. Et donc, ils ont mis en place un petit protocole qui les a amenés notamment à s'écrire des lettres pour essayer de décrire les moments où ce sentiment de déréalisation numérique se produisait. Et ils ont donc, c'est à cela que correspondent les productions visuelles. Il y a bien d'autres enquêtes que je pourrais, et nous aimerions beaucoup que des enseignants s'emparent de certaines enquêtes, les travaillent. Nous l'avons fait aussi dans certaines classes et ça fonctionne assez bien parce que, encore une fois, l'image peut être aussi un outil qui permet d'abord de travailler sur les filtres culturels, les interprétations, mais aussi de lancer des conversations. Alors, je terminerai sur cette dernière image, qui est celle des recherches en cours et des appels à collaboration. Donc, nous allons lancer dans la poursuite du projet Ado-Privacy. Un projet ANR a été déposé qui s'appelle Enumine pour travailler sur la question de l'autonomisation des adolescents. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autonomisation des adolescents sur les plateformes numériques? Notre idée, notamment avec Jean-Marc Meunier et Garance Potier qui est dans la salle, qui est doctorante et qui va s'emparer de ce sujet, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe très précisément sur les plateformes, puisque les plateformes, la réponse à l'exigence de protection des mineurs qui leur est faite par les pouvoirs publics, la réponse des plateformes, c'est de construire des fonctionnalités toujours plus complexes pour permettre, soi-disant, le signalement, l'effacement, etc. Donc nous, ce que nous voulons, avec Garance Potier et Jean-Marc Meunier, c'est aller voir de près ce qui se passe. Et donc là, nous aurons besoin d'aller sur des terrains, notamment des terrains au collège et au lycée, faire des entretiens. C'est un projet qui est porté par une juriste, Ania Petlin, qui est à Poitiers, et Valérie Inès de la Ville, qui elle est en sciences de gestion, parce que on veut retravailler des questions autour de protection des mineurs et RSE, qui sont le deuxième projet sur lequel je vais me lancer avec une jeune réalisatrice qui s'appelle Ninon Lacroix, qui avait déjà participé, qui avait fait des petits films pour Ado-Privacy et qui a un vrai talent de conduite d'entretien avec des jeunes et qui a réalisé déjà plusieurs films sur les jeunes.
nous sommes à la recherche de quelques adolescents qui voudraient bien parler avec nous de ce qu'ils font. Et notre idée, c'est, à la suite d'AdoPrivacy, si vous voulez, AdoPrivacy a montré, comme beaucoup d'autres recherches peuvent le faire aussi, hein, à quel point les jeunes ont des espaces de réflexivité, de discussion intérieure, mais qui donnent, pour lesquels ils disposent de très peu d'espace pour en parler, sauf quand on le leur propose, donc quand on le structure, notamment ce que nous avions fait dans AdoPrivacy, mais ce qui est fait aussi par des collègues dans le GT Filnum. À part ces moments-là, on voit pas, on a peu de moments où on voit l'intelligence des jeunes et leur questionnement, parce qu'on va se focaliser sur les déboires, les défaillances qui existent évidemment. Mais donc notre idée, c'est d'essayer de rendre visible ça, rendre visible cette réflexion pour qu'on arrive, alors je ne dirais pas à compenser, parce qu'on aura un peu de mal, vu que la machine médiatique et politique est quand même très acharnée sur le fait que les jeunes feraient n'importe quoi sur les plateformes, alors que c'est les plateformes qui ne font pas leur boulot, donc forcément ça produit inévitablement des problèmes. Et donc nous voulons mettre en évidence cela, et donc nous sommes à la recherche de quelques lieux pour rencontrer des jeunes. Et puis le GT Filnum, sur lesquels nous avons travaillé avec l'Académie de Versailles, de Créteil et de Lorraine encore pour une année. Donc là, je vais aussi renvoyer à notre journée d'études du 10 juin, dans laquelle nous allons pouvoir de façon plus précise encore qu'aujourd'hui, ou dans le prolongement de la journée d'aujourd'hui, revoir avec les enseignants ce qui est possible dans l'espace des classes pour travailler sur les questions de compétences émotionnelles à travers les différents protocoles que nous leur avons mis à disposition. Voilà. Et puis, je vais clore cette conférence sur l'annonce de la création d'un DU en éducation critique aux médias et à l'information. Donc nous sommes vraiment extrêmement heureuses, parce que Virginie Piot, qui est dans la salle aussi, m'accompagne sur ce projet, qui est doctorante et que vous pouvez connaître parce qu'elle est très impliquée aussi dans le GT Filnum. Création d'un DU en éducation critique aux médias et à l'information, qui est soutenu par le rectorat, qui va être lancé par l'Université Paris 8 et qui va déployer une formation autour de 10 modules. Alors on a calibré pour que ce soit compatible avec une activité à plein temps pour les enseignants qui le souhaiteraient. Et nous espérons que vous serez nombreux, parce que c'est important d'encourager les institutions quand elles mettent à disposition des moyens pour former les enseignants et pour travailler sur ces questions de citoyenneté numérique. Et vous aurez, ceux qui viendront auront la chance d'avoir un panel d'enseignants-chercheurs et de professionnels assez importants, qui pourront à la fois donc aider à se lancer dans des activités en matière d'éducation aux médias et à l'information de façon un peu plus pointue peut-être que ce que vous faisiez avant, raffermir certaines connaissances et aussi développer un projet qui sera évalué et sur lequel portera l'essentiel de l'attention du jury de ce DU. Donc ce DU, il est créé en collaboration avec le CLEMI national et l'association des CMEA. Et voilà. Et nous allons, voilà, ça s'est fait de façon un peu précipitée, donc on n'a pas encore beaucoup valorisé, informé, communiqué sur ce lancement. Et il est important qu'en septembre, nous puissions vraiment le lancer, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie auparavant pour rendre cela possible. Voilà, donc ensuite, c'était pour rappeler quelques-uns de nos ouvrages sur lesquels vous pouvez trouver des développements aussi également pour poursuivre sur ces grandes questions. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Sophie.